Tu sais que tu as pas enregistré ma présentation. Extrêmement intéressant. Non, désolé. Bon, l'enregistrement commence. Donc aujourd'hui, on va parler d'aménagement de vergers, de microforêts et de forêts nourricières. Je vous préviens tout de suite, on a juste 1 heure. Là, François a parlé 11 minutes, donc on a encore un petit peu moins de temps. Ça pour dire que, tu sais, on fait un survol, là. Puis, je vais davantage vous parler de vergers plutôt que du reste, parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience, là. Mais ceci dit, tu sais, il y a plein d'informations ailleurs, puis vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Hem, Là, je veux vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Au contraire, ça donne quelque chose de plus vivant. Moi, j'aime autant ça. Vous pouvez essayer de m'interrompre par le chat, mais des fois, je ne le vois pas. Donc des fois, prenez la parole, puis posez votre question. Donc là, je vais partager mon écran. Et donc normalement, vous devez voir, tous, le titre de la conférence, c'est bien ça? Bon, c'est parti. OK. Premièrement, c'est une conférence qui est gratuite. Ceci dit, je travaille dans un projet d'une serre, communautaire à énergie passive. Donc c'est une serre que finalement on est capable elle est capable d'être chauffée par le soleil. Il y a pas besoin d'avoir du chauffage, comme à point, et c'est une serre qui va être dédiée à la population d'Alma, de ceux qui veulent l'utiliser. Elle va être notamment on va notamment travailler avec une école, qui est le pavillon Camille Lavoie, pour que les enfants puissent produire des plants de légumes, puis des légumes par la suite, et la population aussi en général qui le souhaite. Et 30 des semis et des légumes vont être distribués à des personnes qui ont plus dans le besoin. En passant, désolé à ceux qui, c'est la troisième fois que je fais le pitch parce qu'ils ont suivi toutes cette conférence, là, mais tout ça pour dire que moi, je ne demande pas d'argent, mais si ce que je vous dis vous semble tellement intéressant que vous avez envie de contribuer, ben, je vous invite à faire une contribution pour ce projet-là de la serre. Vous pouvez aller sur GoFundMe, taper serre communautaire énergie passive à Alma. Puis vous pouvez faire un don même de 5 $. Si tout le monde donne des 5 $, on va finir par avoir suffisamment d'argent pour ce projet-là. En passant, merci à ceux qui ont donné dans les dernières conférences, là, c'est ça, ça monte tranquillement pas vite. Bref, c'est fini pour la promotion. Heu, donc, premièrement, c'est quoi les beh, moi, je vais vous parler des vergers plus dans le cadre de projets collectifs, lorsqu'on veut faire des projets, sur un territoire d'une municipalité, donc dédié à la population. Mais ce que je vous dis, c'est des réflexions qui devraient s'appliquer à soi-même de toute façon, là. Je m'explique. Tu sais, nous, quand on a fait le verger collectif de l'art, on a fait une consultation publique. Ben, dans un couple, c'est la même chose. Si vous voulez faire un verger, là, ben, c'est peut-être bien de consulter la conjointe ou le conjoint. Tu sais, si vous commencez à planter sans consulter l'autre, là, puis même consulter les enfants, tu sais, savoir c'est quoi vous aimeriez comme fruit. Est-ce que vous aimeriez avoir des arbres? Est-ce que vous aimeriez avoir plus des arbustes? Tu sais, ça fait partie de la réflexion. Puis si vous êtes célibataire, là, vous pouvez vous consulter vous-même, tu sais. Parce que quand on plante un arbre, on plante pour 20 ans, puis des fois, il ne donne pas des fruits avant 10 ans. Donc, tu sais, si pendant 10 ans, vous vous posez la question si vous avez bien fait de le planter là, bah, tu sais, c'est plate un peu. Donc, tu sais, c'est important de se consulter à la base, puis se poser les questions. Ben, nous, dans notre cas, on était un groupe citoyen, donc on devait définir qui était allemand en transition. On devait définir c'est quoi un verger collectif. Donc, c'est dédié à la population. Il n'y a pas besoin de payer, c'est gratuit. Euh, Puis surtout, on devait expliquer c'est quoi les espèces qui étaient disponibles pour planter là. Euh, Après ça, on devait aussi répondre à différentes questions du public, établir un échéancier, regarder les financements possibles, savoir c'est qui voulait faire quoi, y avait-il des volontaires qui voulaient participer au projet. Mais ces mêmes questions, on se les pose pareil quand on le fait, là, notre projet chez nous. C'est quoi qu'on veut comme fruit à la base, tu sais? Mais après ça, c'est quoi les fruits qui sont possibles? Si on est à Alma puis on veut manger des pêches, ben désolé, les pêches à Alma, ça va être compliqué. Vaut mieux tabler sur les pêches de l'Ontario, on sera pas mal plus satisfait. Il faut aussi, quand on est chez soi, ben, faut établir un échéancier parce que c'est comme les rénovations, là. Si on commence
sans savoir où on s'en va, ben, des fois, ça fait que les rénovations durent de longues années. Là, c'est pareil, un verger, ben, on veut l'implanter quand même rapidement. Puis, on veut cibler les étapes cruciales aussi. Là. On doit respecter la météo. L'hiver, on ne plante pas grand-chose. La période de printemps n'est pas si longue que ça pour planter non plus. Ensuite, ben, c'est la même chose. Tout ça, c'est un coût. Ben, c'est à chacun de voir au niveau de son financement, c'est quoi son budget. Puis, dans la famille, ben, c'est qui veut faire quoi. T'sais. Des fois, si la personne qui a l'idée pour la famille de faire le projet, mais qui est le seul à y travailler dans le projet, ça se peut qu'il trouve ça plate, qu'il faut tourner le gazon, il faut tailler les arbres, il faut récolter les fruits, il faut désherber. Donc, comme dans une communauté, ben, je pense que la famille devrait se rencontrer pour se dire, bon, ben, c'est bien beau de faire, bon, je dis tout en verger, mais même une forêt nourricière, mais qui va s'en occuper? C'est comme un chien, là. Tout le monde en veut un, mais le chien, au bout de 6 mois, finalement, il y a juste un des parents qui arrive pour lui donner à manger, puis, puis le sortir. Les enfants ont déjà oublié qu'ils avaient un chien qui était pour autre chose que juste s'amuser, là. Bon, ben, des plantations, c'est à peu près la même chose. Puis aussi, c'est que là, on parle des enfants, mais même dans un couple, quand on fait du jardinage, quand on fait des projets comme ça, c'est pas vrai que c'est sans entretien. Puis des fois, là, si un des membres du couple n'accepte pas tout le temps que ça exige comme ben, pour s'en occuper, ben, ça se peut qu'il trouve ça un peu plate parce que lui veut aller faire du camping alors que l'autre préfère désherber. Tu sais. Euh, Ensuite, bah, lors de la consultation, on avait bien entendu dit à la population où est-ce que se trouvait le projet. Euh, Puis là, c'est important de faire un plan. Faut juste, mais, c'est le fun de l'improvisation, là. Mais c'est le fun de faire un plan et peut-être improviser à partir du plan. Mais improviser de A à Z, là, des fois, c'est un peu laborieux parce que la place, on ne veut pas trop la perdre. Comme là, on voit le plan, comment il a été fait. Ici, on avait mis des arbres à noix. Ici, on avait mis des fruits grimpants. Tout était comme trié. Puis, j'avais marqué le nombre d'arbustes avec la distance entre les arbustes. C'est quand même quelque chose d'assez planifié. Puis, j'ai même fait un plan encore plus détaillé avec les allées. Parce qu'il faut tout le temps voir comment on va circuler aussi. Là. On veut être capable de circuler aussi, pas juste à la plantation, mais dans 10 ans. Si on plante trop serré, puis dans 10 ans, tout se touche, ben, ça se peut que ce soit compliqué pour passer au travers des rangées. Puis c'est toujours bon de dire c'est quoi les espèces qu'on peut utiliser. Mais, puis après ça, on passe au plan. Mais les plans, là, on n'est pas obligé de faire comme ici à droite. À droite, c'est relativement plate comme plan. Là, on s'entend-tu? Là, c'est droit. C'est un peu tristounet. C'est sûr que c'est très pratique au niveau dans le modèle industriel, mais je pense qu'ici, il y a sûrement personne qui a une production commerciale. Là. On est tous là pour avoir du plaisir, pour agrémenter. Puis, pour beaucoup d'entre nous, je pense, on veut quelque chose de beau. Donc là, ici, c'est le plan initial du verger de l'art, justement, mais maintenant, il est comme ça. Premièrement, oui, il y a des rangées droites. Sauf que là, ici, vous avez la route, et un verger normal aurait eu des rangées comme ça ou comme ça. Donc, tu sais, au coup d'œil, c'est assez plate. Fait que là, on fait des rangées obliques qui donnent un côté ben, plus cute quand même. Puis, on s'est même permis de dire, ben, regarde, on fait des cœurs, tu sais, on tourne, tu sais, on a le droit de faire tout ça. Là. Puis initialement, on avait gardé cette partie-là en disant, ben, on verra plus tard. Ça, c'est pareil, tu sais, on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Là. On peut planifier une partie du verger ou une partie de votre terrain que on va l'aménager plus tard. Puis des fois, c'est comme quand on écrit un texte, c'est tout le temps bon de faire un premier jet, puis de le réfléchir encore. Parce que des fois, on a des nouvelles idées. Donc là, c'est à peu près la même chose. On fait un premier jet du verger, on laisse un espace en disant, ben lui, on le laisse libre parce que on veut avoir l'occasion d'avoir des nouvelles idées. Puis, quand c'est collectif en plus, ben, ça donne l'occasion, s'il y a des nouveaux bénévoles qui veulent se joindre au projet, ben, ils pourront mettre leur grain de sel sur une partie qui est non aménagée. Mais c'est la même chose chez soi. Tu sais. Mettons les enfants, quand ils vont être plus grands, peut-être qu'ils auront le goût d'avoir des idées, peut-être qu'ils auront le goût de planter des arbres avec vous.
Donc, s'il y a une partie qui n'est pas aménagée, ben, ça peut être bon aussi, là. Puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est bien beau de créer un verger, là, mais des fois, on suppose pas qu'il y a autant d'entretien à faire. Donc la bouchée est un peu grosse à avaler. Donc des fois, en faire un petit peu moins, ça peut être bon aussi. Puis après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a là, c'est un autre plan qu'on a fait, où là, ben, c'est complètement différent. Tu sais, il y a vraiment des rangées dans tous les sens. Puis, ben, on le verra dans la photo plus loin, là, mais ça a même comme une forme de feuille. Tu sais, c'était pas fait exprès, mais finalement, c'est ça. Ça fait comme une feuille avec ses nervures. Heu, Puis, donc ça, c'est le verger, comme je vous l'ai dit. OK. Puis là, ce sont quelques photos. C'est comme je vous dis, tu sais, c'est l'important, nous, dans ce verger-là, c'est qu'on va être capable de tondre. Mais une tondeuse, là, que ce soit droit ou qu'il y ait des virages, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est que la largeur soit assez régulière pour que ce soit facile à tondre, tu sais. Ensuite, là, c'est l'autre verger que je disais où, ben, on a fait vraiment une forme de feuille. Là, c'est complètement différent. Puis, ben, nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment inclure le plus possible, les enfants. Ensuite, ben, il faut établir un budget. Là, comme, tantôt, je ne vous l'ai pas dit là, mais, heu, excusez-moi de reculer. Mais ici, comment, on s'organise là? C'est que moi, je mets des petits numéros, puis chaque numéro, ça correspond à une rangée où quand je fais mon budget, beh, je suis capable de dire, beh, dans la rangée 1, elle fait 30 mètres de long. C'est un budget, mais c'est en même temps un espèce de plan, là. Elle fait 30 mètres de long, il y a tel arbre et arbuste, espacement entre les pruniers, par exemple, espacement entre les agastaches et l'ivèche, la quantité, le prix, tu sais, tout est organisé pour que quand on veut faire la plantation, ben, on sache à peu près sur quoi on s'enligne. Ensuite, après ça, au niveau de si on revient au verger de là, heu, comme souvent là, ben, on part d'un gazon. Donc là, ça veut dire qu'une terre qui est souvent assez compactée, qui a pas été travaillée depuis longtemps. Donc là, on a pas mal de choix. Soit on travaille uniquement sur les parties qu'on va planter, ou soit puis dans ce cas-là, c'est ça qu'on a fait, on a travaillé, excusez-moi, ma souris est lente. On a travaillé au complet avec un rotoculteur. Ben là, c'est sur un tracteur, là, donc nous, on voulait vraiment partir de la base. C'est sûr que, point de vue au niveau des micro-organismes, puis des vers de terre, c'est sûr que là, tu sais, on fait un peu de saccage, là, tu sais, là, faut l'admettre, mais on travaille une première fois le sol pour ne plus jamais le travailler, donc tu sais. Puis, dans ce verger-là, puis on en parlera tantôt, on met des pailles plastiques. Donc des pailles plastiques, tu sais, il faut que ce soit bien travaillé. Puis si les rangées sont tellement serrées que s'il fallait juste travailler le sol où il y a les rangées, ben ça serait quasiment tout travaillé pareil, là. Puis après ça, ben, il y a une question qu'on doit se poser, la fertilisation. Heu, nous, dans notre verger, on avait opté pour, ici du compost. Le compost, à étendre, mais sinon on peut utiliser du fumier de poule, le fameux Actisol, donc ça en granulé, ça s'applique, à chaque année. On peut utiliser aussi les 2 ensemble. Puis sinon, ben, on peut aussi utiliser, surtout dans les stratégies de plus de forêt nourricière, là, où on utilise des légumineuses, donc c'est du caragana, qui eux vont apporter l'azote naturellement dans le sol, ou du trèfle dans les allées qui va aussi apporter de l'azote dans le sol. Mais on peut aussi mélanger tout ça. On peut faire les allées avec du trèfle qui vont faire un engrais vert. On peut tout labourer une première année, mettre un engrais vert qu'on va retourner l'année suivante pour apporter de l'azote dans le sol. Puis par la suite, on peut planter, si on veut, dans n'importe quelle situation, des arbustes plus de type légumineuse qui vont apporter de l'azote. Donc, tu sais, c'est comme à chacun de voir. Moi, personnellement, je suis plus du genre à pas planter d'arbustes qui donnent pas de fruits. Parce que je trouve souvent que l'espace est assez réduit que je veux pas perdre l'espace. Donc, tu sais, je veux des fruits partout. Ceci dit, il y a aussi un intérêt pour ces arbustes, même si je ne les aimais pas, c'est qu'ils ont des fleurs. Donc, ça aide pour la pollinisation.
Mais en même temps, si on a beaucoup d'arbustes fruitiers, ben, on a quand même beaucoup de fleurs pareilles à l'année. Puis dans notre Question, cas, oui, pour la fertilisation, est-ce que vous avez déjà essayé du fraise d'insectes? du quoi? Est-ce que Du- vous avez déjà essayé du fraise d'insectes? Je connais pas ça. C'est quoi? Ben, c'est la marque d'insectes. Ah ouais? Ah non, je connais pas ça du tout. C'est sûrement bon, mais je peux pas en dire plus. Puis nous, dans notre cas, ça à ne pas faire, là, tu sais. On ne fait pas circuler des machineries sur un sol qu'on a travaillé, là. Mais nous, dans notre cas, on s'était fait livrer des gros tas de compost par des roues. Puis, ben, on n'avait pas les moyens, on n'était pas très efficace pour tout étendre le compost. Puis la ville a voulu nous aider, on va vous aider à l'étendre. Mais moi, je ne pensais pas qu'ils auraient de la machinerie de même, là. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de compaction sur le sol, c'est pas bon. Ceci dit, notre verger est en très bonne santé, ça n'a pas été suffisamment important pour vraiment créer des problèmes, là, mais c'est à déconseiller. Oui, Michel, tu bon? Salut Benoît. Salut. J'ai une petite question en fait. Je voudrais savoir, comme là, je passe quand même assez rapidement sur l'étape d'implantation. Tu sais, le type de sol, l'analyse de sol, les amendements par rapport au si le sol est acide, tu sais, tout ce type de. J'imagine que vous avez fait une analyse de ça là, tu sais, avant d'enclencher ces travaux-là. Puis quand tu parles de mettre un engrais vert, de mettre du compost, du fumier de poulet, c'est bien, mais je pense que généralement, dans un verger, on va quand même prendre le temps là, de faire l'analyse puis d'amener les amendements, que ce soit du chaulage ou peu importe. Là. Fait que, je ne sais pas si tu peux élaborer un petit peu sur cette étape-là. Ouais, ben, en fait, dans le cas des vergers de l'art, on est comme parti sur nos grands chevaux, là, puis on n'a pas fait d'analyse de sol, on n'a pas regardé la phréatique, on n'a pas regardé le pH. Ceci dit, c'est tout à fait vrai que, mais on l'a fait dans notre verger qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'en temps normal, surtout si vous voyez que le sol est très humide, là, c'est important de regarder le drainage. Est-ce que la nappe phréatique est très haute à l'année? Est-ce qu'il y a besoin de l'abaisser? Parce que si les arbustes ont les pieds dans l'eau, ils n'aiment pas ça. Tu sais, mais je dis ça, ils n'aiment pas ça, mais notre verger, ils ont pas mal les pieds dans l'eau, mais les résultats sont très bons. Mais en règle générale, là, ils n'aiment pas ça. Puis oui, faut regarder, il faut faire une analyse de sol. Ça coûte 20 pièces. Vous allez dans n'importe quel centre de jardin, normalement, ils peuvent offrir l'analyse de sol. Vous connaîtrez le pH. Vous saurez à quel point il y a de l'engrais à mettre, la fertilisation. Donc oui, ça vaut la peine. Puis, s'il faut corriger s'il faut corriger le pH, ben, vous pouvez mettre de la chaux, la dose suffisante. Nous, dans notre cas, on a comme opté aussi c'est qu'on on met de la chaux régulièrement, la dose minimale. Si tu mets la dose minimale, là, tu ne vas jamais trop relever ton pH. Ça peut juste être bon, là. Donc, si tu regardes sur ton emballage, c'est quoi la dose au mètre carré qu'ils proposent, tu mets le minimum. Mais oui, de préférence, c'est important. J'aimerais ajouter un petit détail. Nous autres, cette expérience-là, le verger de l'or, on est entré dans ce monde-là un petit peu avec le verger de l'or. Puis ça a été une expérience qui a été fructueuse, justement parce que ça nous a permis de rencontrer un paquet de monde dans notre communauté qui pouvait nous donner un coup de pouce sur toutes sortes d'aspects. Tu sais, par exemple, ce qu'on est en train de discuter concernant la manière de traiter le sol, ben, quand le projet a démarré, ben, il y a des agriculteurs proches, des agriculteurs bio qui travaillent proches, qui se sont associés à nous autres puis qui ont pu nous aider dans ce projet-là. Je pense que l'aspect communautaire est un aspect qui a donné une force à ce projet-là, parce qu'à mesure qu'on avançait puis qu'il y avait des nouveaux alliés qui s'ajoutaient au projet, ben, le projet devenait de plus en plus fort de tout ce partage de connaissances-là qui est en train d'avoir lieu avec plein de monde qui s'ajoutait. Tu sais. Il y a des gens, Benoît est arrivé avec des connaissances, il y a d'autres personnes aussi qui sont arrivées du collège, des agriculteurs locaux proches, des gens qui travaillent dans le domaine, mais pour d'autres organisations. Puis ensemble, en fait, le projet est devenu de meilleur en meilleur à mesure qu'il y avait de plus en plus de personnes, non seulement pour faire du bénévolat quand il y avait des corvées, mais aussi pour réfléchir tout ensemble. Je pense que
ça a été la grande force de ce projet-là. Là. Corrige-moi, Benoît, mais je pense que ça a été notre expérimentation première qui a permis après ça de faire toutes sortes de belles choses qui en ont découlé. Oui, tout à fait. Puis aussi, on en parlera plus tard, mais c'est sûr qu'on n'a pas fait toutes ces préparations-là parce que ça dépend de l'objectif qu'on a, ou en tout cas nos problèmes. Nous, notre gros problème, c'était que le projet soit accepté par la population. Donc, tu sais, on a comme focusé gros là-dessus sur expliquer aux gens c'est quoi vous voulez. Puis euh, moi, sans regarder le sol, je focusais sur le fait que ben, je vais aider à choisir des végétaux qui sont assez rustiques, qui sont assez faciles, puis surtout qui sont auprès des pépiniéristes qui vendent des végétaux de qualité. Parce que des fois, ça aussi, c'est que tu as beau avoir le meilleur sol que tu veux, là, si tu mets des végétaux qui ne sont pas adaptés à ta région, qui sont de mauvaise qualité, ben, tu sais, ça ne fera pas grand-chose, là. Mais c'est sûr que normalement, il faut le faire, là. Ensuite, pour répondre à Pascal, oui, l'argousier est un fixateur d'azote, on peut le mettre. Puis vite de même, j'en vois pas tout de suite d'autres fruitiers fixateurs d'azote. Il faudrait que je réfléchisse, là, mais difficile de réfléchir en même temps que je fais une présentation. Si j'y repense, je pourrais dire plus tard. Mais vite de même, j'en vois pas. L'argousier, on en avait mis un peu tout au fond du verger, dans la montagne, parce que la crainte qu'on avait avec l'argousier quand on a mis en place le verger, c'est que des enfants se blessent parce que c'est un parc d'enfants, en fait, ce parc-là. C'est un peu la raison pour laquelle on n'en a pas intégré dans les rangées principales du verger, mais qu'on en a mis complètement dans le bois en arrière, mais ils ont mal survécu dans cet endroit-là où il y avait beaucoup de concurrence. Exactement. Donc, puis sinon, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple où là, on a mis du pays plastique. Je sais, le plastique, on n'aime pas ça. Moi, je suis le premier à haïr le plastique. Mais je dois admettre que quand on parle de végétaux à implanter, là, le plastique, ça fait la job, entre guillemets. Puis si en plus on peut faire ça avec un tracteur, c'est quand même assez rapide là, d'étendre le plastique. Par contre, il faut que le terrain soit extrêmement bien préparé. Si le terrain n'est pas bien préparé, là, il faut que ce soit préparé comme une terre à jardin, être capable d'enfoncer la main dans le sol sur une profondeur de 8 pouces, parce que la dérouleuse à papier plastique, elle ne creuse pas le sol. Elle, ben, je vais essayer de l'expliquer comme ça, mais en avant de la machine, tu as deux plaques de métal qui écartent la terre. Ensuite, ça déroule le plastique. Tu as deux roues qui roulent sur le plastique pour le plaquer au fond. Puis en arrière, tu as deux disques qui recouvrent la terre sur les côtés. Donc, tu sais, ça ne creuse pas, puis le plastique, ben, ça s'étire. Tu sais. Donc, si la terre n'est pas meuble, ça ne recouvre pas assez sur le plastique, ou bien le plastique déchire. Donc, tu sais, c'est ça le défi. Puis là, on a fait une bonne partie au tracteur, mais on peut aussi le faire à la main. À la main, ça se fait très, très bien. J'ai des photos plus tard, là, je pense, là, puis ça se fait super bien. C'est sûr, le résultat est moins beau, mais c'est aussi moins compliqué que de trouver un tracteur. Attendez, j'ai une question. Avez-vous une liste? Ah, ouais, ben, je connais pas j'ai pas de liste pour savoir à quelle profondeur vont les racines des plantes, là, puis des arbres. C'est vraiment aléatoire, là. Puis on dirait que ça, ben, ça dépend du sol, puis ça dépend aussi des experts. Tu sais. On dirait qu'il y a comme toutes sortes de données, là, mais en général, les arbustes, c'est une faible profondeur. Tu sais, en bas d'1 mètre, il n'y a pas de grandes racines. Puis les gros arbres, ben, il y a plus de racines qui peuvent être en profondeur, mais en règle générale, les racines, c'est dans le 1 mètre de profondeur que c'est suffisant, là. Puis c'est là que souvent que c'est la bonne terre. Tu sais. Ils ne vont pas forcément chercher plus creux, là. Mais je vous invite, Simon, à aller voir sur Internet. Là, il y a différentes études, là, puis c'est bien embêtant. Le choix qu'on a fait, Benoît, pour le pays de plastique, on parlait tout à l'heure des ressources qui sont à notre disposition quand on démarre un projet comme celui-là. Les projets pour lesquels on a des images en ce moment, c'est des projets pour lesquels on ne savait pas d'avance à quel point on allait avoir une grande quantité de bénévoles pour faire le désherbage. Puis c'est ce qui nous a mené pour ces projets-là, ces premiers projets-là, à privilégier le pays de plastique à cause de la taille du lieu, puis à cause aussi de la disponibilité des bénévoles qu'on n'arrivait pas à prévoir de façon sûre.
C'est pour ça que le désherbage pouvait être éliminé de façon plus simple si on procédait de cette manière-là. C'est ce qui justifiait au départ l'utilisation du plastique pour ces vergers-là. Après, mais j'en parlais après, François, tu verras, là, puis sans briser le punch, je reste encore pro-plastique quand il s'agit de planter des arbres, et on va en parler après. Donc là, exemple de rangée. Là, un exemple de fait à la main. Donc, c'est quand on fait à la main, là, vous creusez d'abord une petite tranchée d'un côté, vous ancrez le plastique ici, puis vous tirez, puis vous tirez pour que ce soit bien droit, puis bien plat, puis vous enterrez au fur et à mesure. Ben là, on est beaucoup parce on est beaucoup pour le faire, mais à 3, ça se fait bien. Puis quand on plante, avec un exacto, on fait une croix, on replie le plastique par en dessous, on plante ici la framboisier, on le plante, puis après, on remet le plastique. Idéalement, il faut faire un trou assez profond, 2 à 3 fois la grosseur de la motte, pour vraiment que les racines puissent bien s'enfoncer. Puis c'est important aussi que de mettre soit du copeau au-dessus ou n'importe quel matériel pour pas que les mauvaises herbes poussent facilement. Puis ça, je l'ai mis là juste pour me rappeler de vous dire, là, attention à l'étiquetage. Parce que c'est plate quand on ne se souvient plus c'est quoi la variété, tout simplement. Puis une petite étiquette comme ça, là, on la perd, elle s'envole, puis elle s'efface. Donc, premièrement, on devrait tous avoir un plan avec les arbres qu'on a mis, puis les variétés. Puis, si vous êtes capable, tout simplement, de prendre une étiquette d'aluminium, puis là, vous pouvez graver. Puis là, vous pouvez mettre ça autour de votre arbre. Bien, ça va être beaucoup plus durable. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout le monde a ce qu'il faut à la maison pour ça, parce que vous pouvez prendre une canette d'aluminium, découper comme des petits rectangles dedans, écrire après au crayon à papier, là, au crayon de bois. Là. Puis après ça, sur une petite attache. Là, puis ça fait la job. Ça ne va jamais disparaître. Mais sinon, le meilleur marqueur qui existe, la meilleure encre, ce n'est pas de l'encre, c'est un crayon à papier. Je ne sais jamais le nom qu'on dit ici. Le crayon de bois, là, où finalement, c'est ça, l'écriture ne s'efface jamais. Là. Donc ça c'est l'exemple. Donc là, on voit ici que dans les allées, ça a mis un peu de temps avant que ça fasse vraiment un beau gazon. Puis moi, ce que j'avais comme entente avec la ville, que j'ai encore, c'est occupez-vous pas des arbres, mais tondez. Parce que moi, je ne voulais pas être pris à tondre là, dans les allées. Puis je savais qu'il on n'avait pas assez de bénévoles pour tondre. Donc au moins, la ville continue à tondre. Puis c'est facile d'entretien. Puis après ça, donc là, je vais d'abord vous montrer l'autre. Le premier verger que je parle depuis le début, là, on a fait ça. Là, moi, je suis arrivé, puis j'étais un peu le maître d'œuvre. Donc là, j'avais ma gang, entre guillemets, d'amis puis de bénévoles. Puis, OK, on va planter aujourd'hui. Donc, j'avais tout apporté les arbres. Puis, je n'avais pas vraiment fait de plan. Donc là, j'en mettais par groupe, par-ci, par-là. C'était assez fait de façon anarchique. C'est super beau, l'effet visuel est le fun parce que tu as toutes les hauteurs, tu as toutes sortes de végétaux. Sauf que c'est tellement pas pratique quand tu veux dire au monde, je veux des framboisiers. Ah, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. C'est compliqué un peu. Là. Ou si, mettons, il fallait mettre des filets contre les oiseaux pour la mélanger, tu ne vas pas mettre un filet là, un filet là. C'est pas pratique. Ou si tu veux savoir quelles pommes sont prêtes en même temps, tout est éparpillé. C'est pour ça que moi, maintenant, dans les designs que j'ai fait par la suite, là, j'ai plus opté pour regrouper les catégories. Comme vous voyez ici, il y a tous les je mets au moins une série d'aronias. Les bleuets, je les mets tous au même endroit parce que ça nécessite un sol plus acide. Les framboisiers, je mets tout des grosses talles. Les camerises, je les mets tous ensemble, puis ça mûrit tout en même temps, puis ça a besoin de se polliniser ensemble. Donc, il vaut mieux qu'ils soient ensemble. Si tu as une camerise là, 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 la pollinisation, l'abeille, là, tu lui fais faire 3 fois le tour du verger pour aller polliniser les camerises. Tandis que là, les abeilles, elles viennent toutes ensemble polliniser ça. Parce que comment que ça se passe, c'est que tout n'est pas fleuri en même temps. Là. Donc, quand les abeilles viennent polliniser, ils cherchent une talle intéressante. Puis,
qui est fleuri en ce moment. Donc là, ils vont aller dans Camerise, puis ils vont faire leur job. Là, tu sais. Ou même, mettons, les noisetiers, bien sûr, on les met ensemble. Tu sais. Et il faut essayer de regrouper. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a encore un verger diversifié, on a encore des hauteurs différentes, mais on est un peu plus stratégique. Tu sais, on fait des bulles. Tu sais, on va regarder les mots du COVID. Là, on fait des bulles classes. Tu sais, mais c'est ça. Il faut une certaine hiérarchie. Et par exemple, les pommiers, mais on les répartit. Donc là, ici, ils sont. Ouais. Je regarde. Non, mais là c'est les pruniers. C'est les pruniers, c'est des arbres qu'il faut qu'ils prennent beaucoup de place. Il faut qu'ils soient plantés pas mal au 6 mètres. 6 mètres. Donc, attendez, OK. Parce qu'en même temps, je vois du monde qui rentre, il faut que je les accepte, excusez-moi. Donc, les pruniers, ben, on les éloigne assez. Puis, si on en met sur une autre ligne, ben, on saute une ligne, comme là, il y en a un là, il y en a un là. Donc, ils sont assez écartés. Puis, entre eux, on peut se permettre de mettre d'autres fruitiers qui sont plus petits. Les pommiers, pareil, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. On les répartit. Donc, tu sais, c'est pas une forêt nourricière parce que c'est pas le même concept, mais c'est un espèce de verger diversifié où j'essaie de répartir les gros arbres pour optimiser la place parce qu'on va mettre des petits arbres en dessous des petits arbustes qui ont moins besoin de lumière ou tout simplement. Parce que si je mettais qu'une allée de pommiers, ben, j'en mettrais beaucoup moins, tu sais, puis j'aurais beaucoup de perte d'espace. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai ces photos-là, c'est de grâce, là, respectez vos distances. Ce n'est pas juste qu'on est à vélo ou en voiture, là, mais même avec vos plantes, là, respectez les distances en besoin. Là. Planter 2 arbustes à un pied de distance en disant que ça va aller plus vite, là, non, c'est pas utile parce qu'ils vont se bouffer entre eux. Là. On aura moins de rendement, puis ça va nous coûter plus cher parce qu'on va en mettre beaucoup plus par rapport à la surface qu'on a. Là. Donc, tu sais, c'est comme. Puis, j'aime cette image-là parce que si ça, c'était des arbustes, ben, c'est un peu ça. On a des vélos et des voitures, on n'a pas les mêmes besoins d'espace. Là, puis un vélo est beaucoup plus fragile qu'une voiture. Mais là, c'est pareil. Vos arbustes, là, il y en a qui sont plus fragiles à l'ombre que d'autres. Il y en a qui font. On sait que le framboisier, il va envahir tout. Donc, tu sais, faut faire en sorte. Ça ne sert à rien de mettre trop proche. Après ça, là, on va être pénalisé. Tu sais. Au verger de l'art, on a mis trop proche, puis finalement, les framboisiers, dans certains endroits, ben, ils prennent toute la place. Tu sais. Donc, tu sais, prenez le temps de bien regarder vos distances. Puis là, ici, je vous ai résumé un peu. Là, c'est des espacements, ce qui se fait en général, là, il peut y avoir des différences. C'est comme ce qui est proche entre eux, là, c'est les framboisiers. Framboisiers au 18 pouces. Cassis, c'est un peu plus éloigné, 48 pouces. Je ne vais pas tous les énumérer. Là. Excuse-moi, oui. Je voulais justement poser la question par rapport aux framboisiers parce que je voyais à certains endroits que des fois, j'ai vu 1 mètre d'espace plant. Ça se peut-tu? Est-ce que ça dépend? J'imagine que ça dépend peut-être du cultivar ou… Ouais, en fait, le framboisier, c'est un peu différent. C'est que lui, là, tu peux le mettre loin. Tu peux le mettre à 1 mètre parce qu'il va pousser tranquillement. Là. Mais tu peux aussi mettre à 18 pouces pour avoir un effet plus rapide. Puis les framboisiers, comparativement à un pommier, ben, s'ils sont plus serrés, ce n'est pas grave. Là. Parce qu'à chaque année, tu vas les couper pour en garder tant de tiges au mètre linéaire. C'est une dizaine de tiges environ. Donc, c'est pas dérangeant. Là. Mais mettons, les camerises, ça ne sert à rien de les mettre trop proches parce que c'est la perte d'espace. Noisetier, pareil. Prunier, pareil. Puis regardez, certains, là, les espaces sont assez importants. Si vous mettez des noyers, là, c'est 40 pieds. Il ne faut pas les mettre plus proches, ça ne sert à rien. La vigne, c'est 5 pieds. C'est suffisant. Kiwi, 6 pieds. Donc, tu sais, ça vaut la peine de faire attention. Puis après ça, il faut penser à la pollinisation. Là, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres. Là. Mais le kiwi, par exemple, il lui faut un mâle pour 4-5 femelles. Moi, à un moment donné, j'avais acheté un kiwi quand je ne connaissais pas ça. Puis j'ai attendu 6 ans. Puis après ça, je suis allé voir mon pépiniériste. Puis je lui dis, hey, j'ai pas de kiwi. Ah, mais t'as-tu une femelle? Je dis, ben, je sais pas. Puis là, je lui ai dit je lui ai dit que les feuilles changent de couleur. Puis, ah, t'as un mâle, c'est sûr que tu peux attendre longtemps. Tu n'auras pas de fruits. Donc, tu sais, ça, faut faire en sorte là, d'avoir les mâles et les femelles adéquats, puis une bonne répartition. Ça ne sert à rien d'avoir trop de mâles parce qu'ils ne font pas de fruits. Tu sais. Puis si vous n'avez pas d'espace, ben, on peut les planter très, très proches, par exemple. Ça tout en passant. Camerise,
c'est un pollinisateur pour 6 à polliniser. Ça s'arrête. Donc, on met un pollinisateur, puis on met 3 de chaque bord. Tu sais. Ou bien on peut faire une talle aussi. C'est ça. Les poiriers, ben là, faire attention, c'est que là, les poiriers, tu as les poiriers des variétés européennes qui, eux, se pollinisent entre eux. Puis, tu as les variétés qui sont plus asiatiques ou sibériennes qui se pollinisent entre eux. Donc, il faut faire en sorte que tu as au moins 2 poiriers qui sont européens ensemble ou 2 poiriers asiatiques. Puis là, vous verrez, vous voyez, je n'ai pas mis le pommier. Pourquoi? Le pommier, ce n'est pas un problème. Parce que souvent, il y a des pommetiers partout. Mais à moins que vous soyez bien en campagne, là, mais même en campagne, souvent, il y a des gens qui ont des pommetiers qui vont permettre de polliniser l'ensemble des pommiers du secteur. Mais si vraiment, vous n'avez qu'un seul pommier et que vous n'avez pas de pommier aux alentours, ben, il vaut mieux en avoir un deuxième. De toute façon, même quand c'est auto-fertile, à 2, c'est mieux. Là. À 2, là, vous augmentez votre rendement, c'est sûr. Ça vaut vraiment la peine. Le prunier, ben, si c'est des pruniers américains, ça arrive souvent qu'il faut un pollinisateur aussi. Donc, il faut vraiment vérifier ça. Puis si vous avez des noisetiers, lui, c'est le pire de tout. C'est premièrement, lui, il ne se pollinise pas avec les abeilles, mais avec le vent. Donc, c'est vraiment le vent qui fait la job. Puis, ce n'est pas tous les noisetiers qui se pollinisent ensemble parce qu'ils n'ont pas tout le temps les fleurs mâles. Bien, chaque noisetier a des fleurs mâles puis des fleurs femelles, mais elles ne sortent pas en même temps. Ils ont un 10 jours de décalage. Bien, en fait, les femelles, les mâles, c'est 10 jours avant. Donc, il faut qu'ils toffent jusqu'à temps que les femelles sortent. Puis, d'un noisetier à un autre, ben, ils ne sont pas toujours compatibles. C'est assez compliqué. Donc, ça pour dire que le noisetier, plantez-en de plusieurs variétés différentes, puis ensemble, pour se donner une chance qu'avec le vent, vous ayez une bonne pollinisation. Et je vois que le temps passe vite. Je vais peut-être accélérer un peu. Ensuite, non, ça j'en parlerai pas. Donc, ça, c'est notre verger plus tard. Donc, comme vous voyez, ben, ça va quand même bien. On n'a pas à se plaindre. Puis, on a quand même des beaux résultats. Ça, c'est un exemple. Désolé, les photos, là, elles ne sont pas belles. Là. À un moment donné, je dis à mon beau-fils, je devais désherber, puis je dis, prends quelques photos. Puis, il n'est pas très, très bon à cadrer les photos. Mais c'est juste pour vous montrer là, que l'espace entre les allées, bien, vous pouvez mettre des mélanges floraux qui vont faire des fleurs pour attirer les pollinisateurs. Parce qu'on n'a pas besoin de passer tout le temps au milieu. On peut juste passer un petit coup de tondeuse pour être proche des allées. Mais le milieu là, de vos grandes allées, là, de grâce, ne tondez pas ça. On a besoin des pollinisateurs. Puis ça, c'est un abri incroyable pour les abeilles, pour toutes sortes d'insectes qui vont être des alliés pour vos cultures. Ou sinon, vous pouvez tondre une fois sur 2, ou vous pouvez tondre d'abord juste 2 fois par année. Et essayez d'avoir une stratégie pour le tondre le moins possible. Puis si vous pouvez mettre des mélanges, mettez des mélanges. François en a parlé un peu tantôt. Là. On a mis du copeau. Le copeau, ça fait quand même la job, sauf que c'est quelque chose qu'il faut renouveler régulièrement. On peut aussi avoir une stratégie un peu machiavélique, c'est que notre paille plastique est en dessous, là, on a mis du copeau par-dessus. Au moins pour l'esthétique. C'est juste l'esthétique, ça n'a aucun autre but, mais au moins ça fait plus beau que de voir du plastique. Moi, je trouve ça fun. C'est quelques photos. On va aller plus vite. Pensez à l'entretien. Donc, l'entretien, il y a tant de clôtures à neige pour abriter l'hiver. Puis c'est ça, des fois, quand on ne tombe pas puis on attend trop longtemps, ça fait ça aussi. C'est bien beau les insectes, là, mais il faut quand même s'organiser pour tondre de temps en temps avant que ce soit trop tard. Ça, c'est notre exemple de plus d'aménagement nourricier qui pourrait s'apparenter à une petite forêt nourricière où là, on a mélangé vraiment les arbres et les arbustes et les plantes vivaces qui se mangent. C'est planté un peu plus serré sur du carton puis du coco. Je vais vous le montrer par la suite. Ça, c'est vraiment ce qui s'inspirerait le plus dans ce que je fais de la forêt nourricière sans être le vrai concept. Puis là, c'est sûr qu'il faut s'imaginer qu'à un moment donné, ça va être un peu le free for all, comme on dit là-dedans, parce que c'est quand même assez serré. Il n'y a pas vraiment d'allée. Donc, c'est pas comme un verger en tant que tel. Puis c'est ça ce qu'on a mis. On a mis 3 épaisseurs de carton, comme ils disent dans les guides. Donc, vous voyez, là, on place les plantes. Puis une fois qu'on a placé les plantes, on les plante toutes. Puis après ça, on met notre copeau. Ça, c'était fait à l'automne. Cette année, quand je suis retourné,
Pourtant, je n'ai mis épais avec le monde, on a mis du copeau comme il faut, là. Ben, ça c'est au mois de juillet, donc ça veut dire qu'on a eu, on va dire mai, ça commençait en mai, juin, juillet. En 3 mois, c'était le même. Puis là, une fois tout désherbé, et bon, les arbustes sont encore là. Mais c'est toute qu'une job, là, désherber, là. Même si vous êtes chez vous, là, est-ce que vous voulez tout désherber de cette partie-là, là? C'est à vous de voir, là. Moi, personnellement, désherber autant, là, ben moi, j'aime vraiment le désherbage pour vrai, mais c'est le temps qui manque. Tu sais, le désherbage, moi, j'aime ça, tu penses à autre chose, puis c'est l'occasion de réfléchir sur sa vie. Mais avec une famille, on n'a pas tout le temps de réfléchir sur sa vie, là. Donc, c'est à vous de voir. Tu sais, moi, j'étais assez déçu. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait, là, mais sur les 3 endroits qu'on a mis du carton en bonne épaisseur, ça donnait ce résultat-là. Beaucoup d'entretien. Donc, c'est à vous de voir. Ceci dit, j'aurais jamais mis non plus que du plastique là-dedans, c'est une trop grosse surface. Mais j'en reviens encore au système d'allées. Moi, j'aime ça, les allées, avec une petite litière de plastique juste pour les plantes, là. Puis le reste, on tond ou on fauche de temps en temps. Moi, je trouve ça plus pratique, là. Mais je respecte ceux qui veulent faire ça, là. Là, c'est un autre exemple d'une école chez nous, que là, ils ont voulu faire du zéro gazon. Donc là, par-dessus le gazon, là, ils ont mis du copeau en masse, comme on voit ici. Hop. Je vous montre le punch avant. Donc, c'est super beau là, avec le copeau, vraiment super beau. Puis en passant, cette école-là, moi, c'est l'école de mes enfants, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font, là. Je suis vraiment fier qu'ils aient une école où il y a des professeurs qui ont décidé d'enlever de l'asphalte, mettre des arbres, puis que des arbres fruitiers quasiment. C'est super le fun. J'espère qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont avoir cette idée-là aussi. Ceci dit, ben, rapidement dans l'été, là, la mauvaise herbe, on va dire ça de même, ben, pousse. Là. La bonne nouvelle, c'est que ça ne meurt pas. Il y a encore des petites fraises, là. Mais c'est ça, zéro gazon, du copeau à la place du gazon. Le combat est difficile. Il faut s'y attendre. Mais ça se fait quand même. Ensuite, je pense que je vais réussir à tout finir, puis on aura même une question. La fameuse microforêt, c'est plate, j'ai juste une seule diapo à vous montrer, mais c'est parce que c'est pas vraiment compliqué. Finalement, ici, on a un espace qui était vide. On a mis notre carton, on le voit là, notre copeau. Puis l'idée, là, ça vient, le concept ça vient du Japon et est adapté notamment en France, où on plante des arbres 5 à 3 au mètre carré. Donc, ça veut dire que chaque arbre sont distants à peu près de 30-40 cm. Et l'idée, c'est que, comme ils sont tous très, très serrés, premièrement, ben, ils vont devoir tous lutter contre la lumière, donc ils vont tous être incités à pousser beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. L'idée, c'est à la fois de séquestrer le carbone le plus rapidement possible et en même temps de faire vraiment un îlot de verdure qui est dédié uniquement à la faune et à la flore. Parce que imaginez-vous que quand tout ça va être poussé, il n'y a pas vraiment d'enfants qui vont venir jouer là-dedans, là. Donc, c'est vraiment créer un espace pour les oiseaux, pour les lièvres, les renards, tout ce qu'on veut, là, et séquestrer du carbone. Donc, on plante très, très serré, puis on laisse faire la nature. Et l'idée, c'est de mettre énormément de variétés pour la biodiversité. Nous, on a eu la chance qu'on ait un pépiniériste que je connais bien, qui avait des arbres à donner, puis d'autres personnes. On a planté plein d'arbres. Ils sont un peu plus écartés que 3 ou 5 au mètre carré, tout simplement parce qu'il y en a qui sont quand même très, très grands, comme on voit là. Donc, à un moment donné, c'était ridicule de planter physique. On en a comme gagné un petit peu plus de temps là, que si on avait planté des tout petits arbres là, assez denses. Puis, ben, ça pousse bien. Je vous invite, si vous voulez le voir, on avait eu un petit reportage. Allez sur Facebook, ben, pas sur Internet, marquez Microforêt Alma. Puis vous allez voir un reportage d'un télécommunautaire où on voit la microforêt lors de l'implantation. Vraiment un beau projet. J'espère qu'on va en faire d'autres. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, ça pousse bien. Mais ça fait juste 2 ans, là. Puis vous pouvez voir sur Internet que les microforêts, ça en fait un peu partout. Souvent, ils en font à l'endroit où il y a eu des grands stationnements
puis ils ont enlevé un peu d'asphalte, puis ils font des micro-forêts. Ah, puis c'est ça, puis micro-forêt, là, c'est micro, là. Normalement, là, le concept, là, c'est à peu près cette grosseur-là. Là, on doit avoir un 30 mètres par 30 mètres environ, là. Mais en général, ça, c'est 100 mètres carrés, 300 mètres carrés, c'est pas plus. Bon, l'idée, c'est d'en mettre un peu partout dans les villes pour. Puis excusez-moi, ça lutte aussi contre les îlots de chaleur. Donc, ça vaut la peine. Là, j'ai une question de Pascal. Donc, que pensez-vous de la reprise d'arbustes fruitiers en racines nues versus en pot? Ben, ça dépend de la saison. Racines nues en été, ça ne marche pas. À l'automne, ça fonctionne, sauf pour certains arbres qui aiment moins ça être en racines nues. Puis au printemps, les deux fonctionnent très, très bien. L'intérêt des racines nues, souvent, c'est que ça coûte moins cher. Parce qu'en pot, ben, c'est beaucoup plus d'ouvrage pour le pépiniériste. Après ça, racines nues, ça force à creuser plus profond en général, parce qu'il y a plus de racines. Dans un monde idéal, racines nues, c'est bon. Sauf que la période, c'est juste le printemps. Tandis qu'en pot, si tu arroses ton arbre, tu peux planter n'importe quand dans l'année. Donc, les deux ont leur utilité, mettons. Puis, dernière diapo, ça va être juste ça pour le concept de forêt nourricière. Premièrement, parce que ce n'est pas un concept que j'utilise. Puis que je trouve que ce serait présomptueux de dire je connais ça alors que je ne l'utilise pas. Sauf que je connais les grands principes que c'est mélanger le plus possible de végétaux ensemble. Puis c'est comme un peu contraire à un verger parce qu'on ne mettra pas deux pommiers à côté. On va mettre un pommier, un prunier. On fait beaucoup de diversité assez collée quand même avec des petits chemins. Puis l'idée, c'est toujours d'incorporer des arbres qui apportent l'azote ou des légumineuses tout court pour que finalement, ça soit un système qui soit auto-vivant, en tout cas, qui s'organise tout seul finalement. Moi, personnellement, je trouve qu'on est capable d'avoir des engrais bio facilement, puis du compost, on peut en avoir facilement. Moi, je préfère avoir une intervention régulière sur le verger pour maximiser la production. Tandis que ça, la production ne peut pas être maximisée, mais elle ne coûte rien. Parce que c'est sûr que si nos végétaux qui apportent de l'azote sont mis, puis on ne met jamais d'engrais, ben, ça ne coûte rien. Sauf qu'il y a le côté entretien qui est différent. Parce que là, la mauvaise herbe peut aller un peu partout. Là, dans cette photo-là, c'est pas pire parce qu'on peut tourner autour. Là. Mais c'est ça. Ça, c'est le système. C'est le système de la forêt nourricière que je connais. Moi, c'est fini pour moi, mais je peux vous prendre les questions. Puis, à la demande de Sophie, je vais vous remontrer le tableau des espacements. Puis, en attendant, si vous avez des questions, allez-y. Vous avez le droit de dire, vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. Là, moi, j'ai certains avis tranchés, là, mais on peut ne pas être d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis, je vous préviens tout de suite que vous pouvez avoir une conférence d'une autre personne qui dit tout le contraire de moi. Ça ne veut pas dire que elle a forcément tort. C'est une blague, mais on peut avoir des avis différents. Puis, dans ce domaine-là, il n'y a pas de vérité vraie. Il y a des concepts qui ont leurs défauts puis leurs qualités. Puis après ça, c'est à chacun de voir c'est quel concept qui lui convient le mieux. Mais là, vous verrez, la semaine prochaine, je parlerai de la taille. La taille, c'est pareil. Il y a pas une seule personne. Il y a plein de personnes qui vont tailler d'une façon différente. Personne taille mal dans les cas, mais c'est juste qu'on taille différemment parce qu'il y a différents concepts de taille. Un point important, ce que Benoît vient juste de dire, à Alma, on a cette chance-là d'avoir testé beaucoup de concepts différents d'aménagement de forêt collective, puis de forêt nourricière, puis de verger collectif, puis d'aménagement comestible. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'angles différents qui ont été testés. Si on recule un peu dans le temps jusqu'au verger qui avait été mis en place par les gens de CEDAP jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont mis en place les forêts nourricières avec Eureco, avec puis l'équipe de Eureco. Il y a eu vraiment toute une diversité de tentatives qui ont été menées. Puis je pense que c'est ce qui fait la richesse d'un milieu. Hein. C'est quand beaucoup, beaucoup de tentatives différentes sont menées, puis qu'on peut explorer leurs résultats.
Toi, tantôt, tu parlais de la microforêt, Benoît, dans laquelle on densifie l'installation des arbres, puis dans lequel on accepte qu'il y ait des adventices entre les arbres parce qu'une forêt qu'on compte, dont on compte visiter souvent le sous-bois. Là. Toi, tu as quoi comme idée concernant la possibilité, dans une microforêt comme celle-là, d'installer non pas seulement des arbres qui vont faire du feuillage puis des fleurs pour les oiseaux, mais d'installer éventuellement des fruitiers à l'intérieur de ce système-là pour, de la même manière, installer une densification rapide du lieu en permettant qu'il y ait en plus de la densification puis de la récolte de carbone, qu'il puisse y avoir une petite production fruitière dans ce lieu dense-là. Je savais tellement que tu allais me poser cette question-là parce qu'on n'est pas d'accord. C'est bien correct, là. Ben, c'est à la base, j'ai comme dit, si on plante quelque chose, des arbres, des arbustes au 3 ou 5 au mètre carré. Donc, on s'entend que si on met un pommier au travers de ça, ben, on ne pourra même pas avoir accès parce qu'on va avoir des troncs d'arbres partout. Tu sais, ça va être pour moi, ça ne sert à rien parce que, à moins qu'on se dise que les pommes, c'est pour les animaux. Si c'est pour les animaux, c'est correct. Mais si c'est pour les humains, ben, on va être déçus parce que les pommes, ça va être encerclé de plein de branches, plein de troncs. Donc, on ne pourra pas y accéder. Puis, on ne veut pas y accéder. Parce que la microforêt, c'est un concept qui est fait c'est pour les animaux, c'est pas pour nous. Donc, tu sais, moi, j'en mettrais pas. Ou en pourtour. En pourtour, c'est pas intéressant parce que là, il y aura la lumière. Donc, ça va faire comme des lisières. Excuse-moi. Ça vaut la peine. Mais sinon, non, moi, je vois pas vraiment l'intérêt. Puis aussi, c'est que vu qu'il n'y aura pas de lumière à l'intérieur, parce qu'il y aura beaucoup d'arbres, ben, en général, il y aura moins de fruits, beaucoup moins. Puis s'il y en a qui arrivent vraiment à percer, ils vont être très, 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 très hauts. Ils vont pousser vraiment à ton très, très droit. Donc, les pommes, elles vont être à 6-7 mètres de hauteur. Donc, c'est pas cueillable, là. Donc, ça serait ça mon avis sur la question, là. Ça répond-tu à ta question, François? Oui, écoute, c'est comme je le soulignais, c'est bien qu'à Alma, il y ait cette diversité-là d'expérimentation. Puis, tu vois, concernant la forêt nourricière, effectivement, il y a des points de vue diversifiés, même ici. Tu sais, si on était avec Juan Roland en ce moment, il dirait des choses différentes de celles qu'on se dit entre nous. Puis, si on était avec Gabriel, il y aurait encore des nuances. Puis, je pense que c'est cette diversité d'exploration-là qui est la bonne clé, tu sais, pour avoir l'occasion de vraiment d'avoir différentes manières de produire. Tu sais, par exemple, est-ce qu'on met un érable dans un lieu comme ça? Ben, tu sais, quelqu'un pourrait dire oui, un érable, ça va être intéressant parce qu'il va avoir une canopée très haute, puis il va y avoir quelque chose de nourricier à tirer de tout ça. Puis on pourrait ailleurs dire que c'est mieux de mettre de la pelouse autour des érables parce que ça se tombe bien. Mais en même temps, tu sais, récemment, tu nous signalais que les arbres pouvaient être agressés si on tombait trop proche. Tu vois, moi, c'est un aspect dans les forêts nourricières, c'est que les strates sous-jacentes nous empêchent d'approcher trop proche avec la tondeuse. Fait que d'une certaine manière, les arbres ont de la concurrence, mais en même temps sont protégés un petit peu. Fait que je pense que c'est une bonne idée qu'on ait cette diversité d'approches-là, je pense. Oui. Sinon, là, je vais un peu plus vite. Là. Pour répondre à Denis pour le fameux mûrier. C'est sûr que, donc, Denis voulait savoir comment multiplier le mûrier, mais l'arbre. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça peut, par marcotage, ça fonctionne, sauf qu'il faut être capable il faut avoir des branches qu'on puisse tordre pour aller jusqu'au sol. Apparemment, on pourrait faire des boutures semi-aoûtées, donc vers la fin juillet, des boutures, et des greffes, bien sûr. Je ne sais pas si c'est greffé sur quoi exactement, là. Sûrement que ça peut être greffé sur lui-même si tu fais des semis. Ben, c'est ça par rapport à la question. Michel, tu avais une question aussi? Ouais, j'ai une autre question par rapport au. On parlait des animaux, puis je me demandais comment, dans les différents projets que tu nous as présentés, comment ils ont géré les chevreuils
J'ai pas vu de clôture, là, je me demandais, c'est sûr Mais qu'il nous, va y avoir on est chanceux au lac. Les chevreuils, ils sont encore anecdotiques. Donc, on n'a pas ce Ah, ok. problème-là. Ok. Mais oui, s'il y avait des chevreuils, il faudrait mettre de la clôture. Ça me fait penser que si on est dans un secteur qui a beaucoup de mulots, beaucoup de lièvres, ben, il faut mettre des protecteurs autour des troncs. Ça, on en a mis régulièrement, pas tout le temps, là. Mais on n'est pas dans Ok. des secteurs où il y a beaucoup de rongeurs. Mais mettre un petit protecteur qui peut être des fois juste un simple morceau de drain, ça peut être assez efficace. Et ceux qui Pourrait- viennent manger pour récolte, c'est des humains, c'est pas des animaux. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est- Puis pour répondre à Pascal, les autres conférences, il y en a que j'ai mis, puis d'autres, je n'ai pas encore mis en ligne. Il faudrait que je le fasse. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire ou pris le temps de le faire. Puis pendant que j'y pense, donc n'oubliez pas ceux qui veulent contribuer à notre serre, là, je vous invite à faire un petit don, là. J'en profite pour le répéter, là. Désolé si je suis tannant avec ça, là. C'est le nerf de la guerre. Hey, mais je signale aussi une sorte d'animaux qui nous a donné un peu de problème, puis pour lequel on a mis des clôtures comme celle que Benoît vous montrait tantôt, c'est les motoneiges. Les motoneiges ont un impact majeur sur les petits arbres. Quand un petit arbre est installé, si une motoneige décide de le manger, il peut le manger vite. Puis surtout si les arbres sont soigneusement installés en rangée, ben, la motoneige aime beaucoup les rangées d'arbres. Certaines motoneiges. Fait qu'il faut avoir de bonnes relations avec les voisins du verger, puis particulièrement avec les voisins qui possèdent une motoneige. Fait que, si vous connaissez des motoneigistes, essayez de les regrouper pour les faire planter des arbres. Ça fera d'eux des amoureux des arbres, des amoureux des fruits. Puis éventuellement, essayez d'avoir une bénévole sexy dans votre équipe de manière à ce que les motoneigistes soient encore plus motivés à planter et protéger des arbres. Mais ouais, c'est ça, Michel. Nous, on n'a pas de chevreuil, mais on a des motoneiges. Je pense qu'à tout prendre, je prendrais quasiment les chevreuils. Désolé pour les motoneigistes, là, mais on a quand même eu des dégâts des dégâts qui étaient étonnants. Mais c'est pour ça qu'on clôture l'hiver. D'ailleurs, Benoît a pensé à remplacer la chasse aux chevreuils par la chasse aux motoneigistes. En conversation privée, il m'a parlé d'armes à feu, mais il ne faut pas en parler à personne. C'est un garçon timide. Non, mais pour vrai, non, le chevreuil, c'est vraiment plate aussi, là. C'est quand même quelque chose, là. Mais ça pour dire que c'est important d'essayer de trouver le moyen de communiquer le plus possible avec les gens autour, là. Des fois, ben, nous, dans notre cas, je ne suis pas prêt à. Ben, sûrement qu'il y en a qui l'ont fait exprès des fois, mais j'en connais un qui m'avait même appelé pour s'excuser parce que moi, j'avais fait une montée de lait sur Facebook, puis il m'avait appelé. Il m'a dit: «Je suis désolé, je ne pensais vraiment pas qu'il y avait des arbustes là.» Puis c'est vrai que des fois, dans nos aménagements, pour nous, c'est clair comme l'eau de roche. On voit qu'il y a un arbuste, là. Mais c'est parce que le monde, un motoneigiste ne le verra pas parce que ça ne l'intéresse pas. Au même titre que quelqu'un qui aime les oiseaux. Puis je dis cet exemple-là parce que je ne veux pas être péjoratif pour les motoneigistes, mais quelqu'un qui aime les oiseaux, j'avais des amis qui adoraient les oiseaux, et on était en voiture, on roulait à 90 km/h, puis il dit: Hey, regarde l'oiseau là, je sais pas, le bruyant quelque chose. Lui, il l'avait vu, parce qu'il aime ça, les oiseaux. Mais moi, je ne l'avais pas vu, je continuais à rouler. Ben, les motoneigistes, ça peut être la même chose aussi, là. Il n'est pas là pour regarder les arbres, là. Il fait de la motoneige, là. Il ne voit pas les petits arbres. Mais là, c'est pareil. C'est pas. C'est sûr, sur le coup, on est étant fâché, mais après coup, tu te dis, ben, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas toujours la même vision des choses, là. C'est pas forcément fait par exprès, là. Ce serait Puis, la même chose pour quelqu'un qui cueille les champignons. Quelqu'un qui trouve les champignons, il les voit toutes. Moi, les champignons, j'en vois aucun dans le bois, là, parce que mon regard n'est pas attiré par ça. que Benoît signale en ce moment, c'est extrêmement important, hein, parce que le fait d'avoir de plus en plus d'amis pour nos projets, ça passe par les communications. Puis, quand on est en colère, il faut essayer de le cacher parce qu'on peut se perdre un voisin avec un mot de trop, puis un voisin fâché à côté d'un verger, c'est pire que des mulots. Ça vaut vraiment la peine de soigner nos relations avec tous les voisins, puis de soigner nos relations même avec ceux qu'on perçoit comme nos ennemis potentiels, parce qu'éventuellement, tu vois, par exemple, Benoît parlait d'un garçon en particulier. Ce type-là, il s'avère que c'était un de nos alliés naturels réels qui avait déjà fait des jardins verticaux dans le cadre d'un autre projet écologique qu'on a à Alma.
puis tout à coup, il s'apercevait avec stupeur qu'il avait brisé quelque chose. Si on l'avait juste un petit peu trop insulté dans nos prises de bec sur Internet, on aurait pu perdre un allié. Puis je pense que la clé des projets communautaires qu'on a menés à Alma, ça a surtout été ça. Les connaissances agronomiques jouent un rôle, mais les liens sociaux qu'on peut construire avec ça jouent un rôle encore plus grand, parce qu'avec des liens sociaux, on peut trouver un agronome, tandis qu'avec un agronome, on ne trouvera pas nécessairement des bons voisins. C'est important vraiment de cultiver un bon voisinage et une bonne relation avec la communauté. Quand tu as une bonne relation avec un politicien, ça peut démêler bien des problèmes. Puis tu peux avoir toutes les connaissances agronomiques du monde, mais manquer ton coup si les voisins ne sont pas de ton bord, si les politiciens ne sont pas de ton bord. Ça aussi, ça fait partie des apprentissages qu'on est en train de faire à Alma, puis qui nous permettent d'avoir de plus en plus des petites réussites qui grandissent à mesure que le temps passe. Là, en parlant de liens sociaux, moi, comme je dis je finis tout le temps mes conférences comme ça. J'ai une famille puis un jeune bébé. Donc, pour continuer à avoir des liens sociaux avec ma blonde, je peux répondre jusqu'à encore à une ou deux questions jusqu'à 8h15, mais je lui avais promis que ça ne durerait pas beaucoup plus qu'une heure. Donc, c'est quelques questions, mais sinon, si vous voulez encore discuter, François, il est co-hôte. Non, non, non. Et lui, Non, ses non, enfants, c'est assez vieux, donc lui, il peut parler longtemps avec vous. non, non, non. Moi, j'ai des liens sociaux avec ma blonde aussi. Si je ne me sauve pas au plus sacrant, je perds un membre. Fait que, écoutez, merci tout le monde d'avoir été là. Vraiment, c'était encore une fois un grand bonheur, Benoît. Merci pour ta science, Benoît. Puis pour tes erreurs éventuelles aussi, qu'on corrigera plus tard quand on s'en apercevra. Merci tout le monde d'avoir été là pour partager ce beau moment avec vous. Puis au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Mais là, vous avez encore, j'ai encore 2 minutes. Si vous avez des questions, là, je peux les prendre, il n'y a pas de problème. C'est quoi le sujet la semaine prochaine? Ça va être la taille. Ben, la taille puis l'entretien là, au niveau des différentes variétés. Là. Donc, puis ça va être la dernière, sauf que je devrais reprendre normalement la toute première qui était 1 m² à la fois, qu'on a comme moffé avec François parce qu'on était mal équipés au niveau informatique. Là. Parce qu'en passant, petite plug aussi, là, j'utilise le Zoom, l'abonnement Zoom de la Fondation David Suzuki, parce que David Suzuki soutient un réseau qui s'appelle Demain le Québec, où Allemand en Tradition en fait partie. Et comme on en fait partie du réseau, ben, ils nous prêtent leur abonnement. Donc, ça nous permet d'avoir une conférence qui dure plus que 40 minutes, puis on peut être jusqu'à 100 personnes et plus. Non, on n'a pas encore réussi à être plus que 50, je pense, mais je suis très, très content, très content du résultat. Donc, il vous reste 1 minute si jamais il y a une petite question qui vous vient. Puis sinon, n'hésitez pas à poser des questions sur l'événement, sur des questions particulières, je pourrais y répondre. Là, ou peut-être d'autres personnes pourraient y répondre. Je pense que je vais diffuser la conversation moffée, Benoît, parce qu'il y a quelque chose de vintage dans cette erreur-là de la nature qu'on a commise ensemble. Puis ne serait-ce que pour que les gens saisissent qu'on peut faire de grandes choses, même si on est mauvais, je pense que ça vaut la peine qu'on la diffuse. Bon, mais sur ces belles paroles, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci encore d'être venu dans le monde virtuel. Puis à ceux qui le souhaitent, on se dit à vendredi prochain. Bonne soirée. Au plaisir tout le monde.